La canicule va durer une petite semaine et il fera encore plus chaud demain. Nous irons dans ce journal à Lyon, l'une des villes où il a fait le plus chaud aujourd'hui. Nous reviendrons également sur la mort du général Jean-Louis Georgelin. Depuis 4 ans, il ne pensait qu'à une chose, la reconstruction de Notre-Dame. Roselyne Bachelot lui a rendu hommage aujourd'hui sur Europe 1. Elle aimait son fort caractère, vous l'entendrez. Un nouvel incendie d'immeuble mortel une semaine après Grasse. Le drame a eu lieu cette fois en Seine-Saint-Denis. Il y a 3 morts, dont une adolescente de 13 ans qui a sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Et puis nous irons à Nantes, à la Beaujoire, où le 15 de France va répéter une dernière fois ce soir, avant que Fabien Galtier ne fasse sa liste des 33 joueurs retenus pour le mondial de rugby. La tendance météo, Marlène Duret, un temps toujours caniculaire. Et oui Arthur, 49 départements à présent placés en alerte orange. Ça part du nord de la Corse jusqu'à l'Alsace, en passant par la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté. Sont concernés également les départements de la région Occitanie, sauf les Hautes-Pyrénées, une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et on rajoutera l'Indre et le Cher. On attend des pointes à 40-41 degrés demain entre l'Occitanie, l'intérieur de la Provence et la moyenne vallée du Rhône. Météo complète en fin de journal. Europe 1 Soir Week-end, 18h, 20h. Arthur Muriot. Et on commence, Julien, par cette chaleur qui touche une grande partie de la France. Le pic de la canicule est attendu entre lundi et mercredi, mais on a déjà eu très chaud aujourd'hui. On n'avait pas eu aussi chaud depuis le début de l'été. Je reprends les explications de Météo France. Il y a un gros anticyclone au-dessus de nos têtes qui emprisonne l'air chaud et qui le réchauffe par compression. Résultat, on a bien transpiré aujourd'hui à Montélimar, 38 degrés, ou encore à Albi ou Avignon, 37 degrés. 37 degrés également à Lyon, où notre correspondante Noémie Loisel a fait aujourd'hui comme tous les Lyonnais. Elle a cherché désespérément à se rafraîchir. Oui, effectivement, beaucoup de Lyonnais ont eu la même idée, passer leur après-midi dans un musée. Marie-France, cette retraitée de 75 ans, a emmené sa petite fille Nina. Je me suis dit qu'elle vient de Paris, qu'elle allait avoir trop chaud ici, donc j'ai cherché un endroit où un peu frais. Le bitume et le soleil, une horreur. C'est pour ça que je me promène avec mon parapluie. Vous avez pensé à tout? On peut dire ça comme ça. Audrey est venue avec ses 2 garçons et sa meilleure amie. Pour éviter le soleil et puis que les enfants soient malades, prennent des coups de chaud. Pour se rafraîchir, Victoria a tout tenté. Finalement, c'est cinéma avec sa cousine Luna. Je suis allée dans les magasins pour avoir un peu de frais, sans rien acheter, donc c'est pas quand même top. Du coup, je me suis dit, finalement, on va au cinéma car c'est un lieu généralement climatisé. Enfin, j'espère. Même idée pour Sandy et Hugo en visite à Lyon. Ce couple parisien a même anticipé les prochains jours. Pas question de subir les fortes chaleurs. Demain, on a prévu un château, donc la fraîcheur, bien entendu. Lundi, on a une randonnée, mais à la place de faire en pleine journée, on va la faire en fin de journée, comme ça sera mieux. Et mardi, on va dans un lac. Musée, cinéma, centres commerciaux, ces lieux devraient être encore très prisés à Lyon. D'ailleurs, demain, les températures ne devraient pas baisser. Le mercure pourrait dépasser les 39 degrés. Et demain, il fera encore plus chaud. La vigilance orange canicule, vous avez entendu Marlène Duret dans la météo le dire, concernera désormais 49 départements et non plus seulement 28. Cet épisode caniculaire devrait durer une petite semaine. Il ne devrait pas atteindre toutefois le niveau de la fameuse canicule de 2003. D'ailleurs, à ce sujet, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelloux, l'homme qui avait alerté de la situation il y a 20 ans, à une époque où le gouvernement avait été accusé de ne pas faire de prévention, est revenu ce matin sur Europe 1 sur la situation hospitalière et sur ce qui a changé depuis 2003. Au niveau prévention, c'est mieux, dit-il, mais pour le reste, selon lui, c'est pas encore ça. 20 ans après, il y a une culture par rapport au risque de la canicule qui est bien imprégnée dans la conscience collective. Par contre, vis-à-vis de la compréhension et de ce qu'il faudrait faire pour éviter un nouveau drame, c'est plus compliqué. Les politiques n'ont pas fait grand-chose pour la prévention, notamment sur l'habitat, mais aussi sur l'aménagement des villes. Socialement, c'est pas bon du tout puisque ça s'est plutôt aggravé pour la classe moyenne et la classe la plus pauvre. Donc voilà, c'est un bilan très mitigé. Par rapport à 2003, on a fermé plus de 100 000 lits d'hospitalisation. Ce qui fait que si nous avions une espèce de scénario, n'est-ce pas, de canicule avec des afflux massifs, je ne sais pas trop comment on ferait. Patrick Pelloux sur Europe 1 au sujet de la canicule qui viendra donc encore chauffer les routes demain. Ouais, demain ce sera encore chaleur et bouchons au programme alors que vous serez de nouveau très nombreux à rentrer de vacances. Pas de grandes difficultés dans le sens des départs attendus demain selon Bison Futé. En revanche, dans le sens des retours, ce sera dense, notamment sur l'A7 et l'A9. Bison Futé vous recommande également de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France si possible avant midi.
Et ceux qui ont préféré le train aujourd'hui n'ont pas forcément passé une bonne journée. Une panne électrique sur l'axe Hendaye-Bordeaux a provoqué une immense pagaille. Sur cette ligne, 400 voyageurs d'un TER ont été immobilisés pendant 4 heures avant d'être pris en charge. Effet boule de neige, c'est tout le sud-ouest qui a fini par être touché. Certains TGV ont enregistré des retards de près de 7 heures. D'autres trains ont carrément été supprimés. Le général Jean-Louis Georgelin est mort, une mort accidentelle dans les Pyrénées. À 74 ans, il était parti randonner sur les pentes du Mont Vallier, mais il n'est jamais rentré. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard. Ancien chef d'état-major des armées, il avait été choisi par Emmanuel Macron pour orchestrer la réfection de Notre-Dame. Le chef de l'État l'avait choisi car il avait besoin d'un fort caractère pour réussir la mission, reconstruire le monument en seulement 5 ans. Et effectivement, Georgelin s'est montré, disons, autoritaire quand il a fallu trancher dans les nombreux arbitrages de ce chantier complexe. En novembre 2019, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, un député lui avait demandé où en étaient les discussions avec l'architecte Philippe Villeneuve, qui souhaitait absolument reconstruire la flèche de Notre-Dame à l'identique, et sa réponse n'était pas passée inaperçue à l'époque. Quant à l'architecte en chef des monuments que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Voilà, Georgelin voulait qu'aucune décision ne soit prise à l'hâte. Il l'a donc fait comprendre avec ces mots, ce qui lui avait valu d'ailleurs de se faire remonter les bretelles par le ministre de la Culture, Franck Riester. Le mois dernier, Georgelin signalait d'ailleurs pas peu fier que la nouvelle flèche allait bientôt être réinstallée. C'est prévu pour le mois d'octobre. L'événement aura donc lieu sans lui. Notre-Dame perd celui qui a permis sa renaissance, a commenté le chef de l'État. Les hommages sont nombreux depuis ce matin. Dans Europe Midi, c'est l'ancienne ministre Roselyne Bachelot qui a évoqué son souvenir. Elle aimait justement son caractère bien trempé. Jean-Louis Georgelin était devenu un ami. C'était un homme tout à fait exceptionnel. Certains n'ont pas compris qu'il ait été nommé à la tête du chantier de Notre-Dame de Paris par le président de la République. Parce qu'on se disait, mais que fait un militaire dans un chantier culturel ? La façon de s'exprimer de Jean-Louis Georgelin pouvait être rugueuse. Il avait une grosse voix qui savait être la voix du commandement. On se souvient, quand la flèche de Notre-Dame s'est effondrée en flammes, les gens qui pleuraient sur les quais de la Seine ne croyaient pas tous en Dieu, loin de là. Et il fallait aller vite, il fallait avoir un chantier qui marche. Et Jean-Louis Georgelin a été l'homme qui a permis que ça avance et qu'on retrouve Notre-Dame, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Roselyne Bachelot tout à l'heure dans Europe 1 midi. L'actualité de ce samedi est également marquée par un nouvel incendie d'immeuble. Il a eu lieu ce matin en Seine-Saint-Denis et le bilan est lourd. Ouais, aussi lourd que celui du week-end dernier dans le centre historique de Grasse. 3 morts et une vingtaine de blessés. C'est cette fois un immeuble de 12 étages qui a été touché. Immeuble de la cité Maurice-Thorez situé sur l'île Saint-Denis. Il était 10h ce matin quand le feu est parti du 9e étage pour une raison encore inconnue. Parmi les personnes décédées, une adolescente de 13 ans qui s'est défenestrée pour échapper aux flammes. Jacques Paris, 2e adjoint au maire chargé du patrimoine et de l'espace public, était tout à l'heure sur place. Il s'est exprimé au micro européen de Chloé Lagadou. Il est dévasté. C'est le choc d'abord. C'est 8000 habitants l'île Saint-Denis. C'est une toute petite ville. Tout le monde connaît tout le monde, au moins de vue, la croisée. Personne n'est vraiment inconnu. Donc quand il se passe quelque chose sur la ville, ça impacte tout le monde. L'effet est très violent sur les élus comme sur les habitants. Moi j'ai été réveillé ce matin, il y a le feu. Bon, okay. Je suis venu sur place et voilà. Tout de suite on a vu que c'était grave. Et maintenant, il faut gérer l'après. On a ouvert donc un centre d'accueil, on a ouvert le gymnase de la ville qui est tout à côté de la cité. On a eu tout de suite l'aide de la protection civile, les pompiers bien entendu qui sont toujours d'une efficacité extraordinaire dans ces situations-là. On a organisé des repas, on a organisé du couchage. La tour, elle fait 12 étages, il y a 4 appartements par étage. Ça fait quand même beaucoup de monde. Donc on va avoir de l'aide si c'est nécessaire, mais autant rendre la vie des gens la plus facile possible, quoi. C'est déjà un drame épouvantable, on ne va pas en rajouter. Jacques Paris, 2e adjoint au maire chargé du patrimoine et de l'espace public, au micro européen de Chloé Lagadou. Du côté des méga-feux, la situation est dramatique à Tenerife et dans le Grand Nord canadien. En Espagne, tout d'abord, ce sont 26 000 personnes qui ont été contraintes de fuir les incendies de forêt qui touchent cet archipel des Canaries. La propagation des flammes est favorisée par le vent et la chaleur. Au Canada, c'est une ville entière qui va se vider de ses habitants. Les quelques 20 000 résidents de Yellowknife ont eu pour consigne de partir au plus vite en raison des feux de forêt qui pourraient atteindre leurs habitations dans les prochaines heures. Alexandre Lepoutre est correspondant au Canada pour Europe 1. Alexandre, les évacuations ne sont pas encore tout à fait terminées, elles vont se poursuivre encore ce week-end.
et elles devront se faire le plus rapidement possible. Le feu de forêt est à 15 km de la ville et pourrait s'y approcher encore ce week-end. Des milliers de personnes sont déjà parties par leurs propres moyens. C'est tout un périple dans cette région reculée du Canada. Alors des avions ont aussi été affrétés et d'autres vols sont encore prévus aujourd'hui. Les évacués ont été envoyés vers la province voisine de l'Alberta, mais là-bas les centres d'évacuation atteignent leur pleine capacité. L'heure est donc à la solidarité. Plusieurs provinces canadiennes se mobilisent pour accueillir les derniers évacués. Et du renfort a aussi été envoyé sur place à Yellowknife, dont 150 militaires. Le Premier ministre Justin Trudeau, lui, s'est rendu hier soir dans un centre d'évacuation à Edmonton, en Alberta. Ottawa promet de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour répondre à cette saison des feux historique au Canada, car le Grand Nord est loin d'être le seul à être touché. La province de la Colombie-Britannique vient de déclarer l'état d'urgence en raison des presque 400 feux actifs sur son territoire. Et au Canada, au bas des tristes records cette année, au total, ce sont 14 millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de la Grèce, qui ont brûlé. Un peu plus de légèreté maintenant avec les premiers coups de sécateur qui viennent d'être donnés dans le sud. Les vendanges ont débuté dans le Languedoc. D'ici quelques semaines, c'est dans toute la France que le raisin va commencer à être récolté à condition de trouver des saisonniers. On recherche 300 000 personnes. Le travailleur saisonnier devient une denrée rare. Les viticulteurs sont inquiets, à tel point qu'en Alsace, on a mis en place une plateforme spécifique en partenariat avec Pôle emploi. Reportage de Tatiana Gelsolman. Alsace Vendange, bonjour. Casque vissé sur la tête, Michael et ses collègues réceptionnent tous les jours des dizaines d'appels de candidats potentiels aux vendanges. Alors, vous êtes de Strasbourg, hein ? Grâce à une carte affichée face à lui sur l'écran, il repère les domaines les plus proches géographiquement du lieu de vie de ce vendangeur strasbourgeois. Donc, nous sommes bien sur Ergersheim pour une durée d'environ 10 jours. Donc, je vais vous communiquer les coordonnées du domaine, hein, monsieur. Grâce à ce service de mise en relation entre vendangeurs et viticulteurs, plus besoin pour les saisonniers d'appeler individuellement chaque domaine. Les agents de Pôle emploi centralisent les demandes. Un atout aussi pour les viticulteurs qui peinent cette année à trouver des saisonniers, comme le confirme Chloé Moreau, responsable de l'agence Pôle emploi de Colmar. Vu que nous sommes en situation de plein emploi, on a un taux de chômage de 5,3%. Forcément, il y a moins de monde sur le marché du travail que l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on encourage vivement les viticulteurs à communiquer sur s'ils fournissent le repas ou pas. Certains font du ramassage également pour les emmener dans leurs différents vignobles. On essaye de promouvoir tous les petits plus qui vont faire la différence. L'année dernière, ce sont plus de 2600 emplois saisonniers qui ont été pourvus grâce à Alsace Vendange. Voilà, si ça Colmar, vous dit Arthur. Tatiana Geiselman, Europe 1. Si ça vous dit Arthur, mais je crois que vous êtes quand même pas mal pris avec Europe 1. Ah mais je ne dis jamais non à l'Alsace. Trouver de la grande gastronomie française à Londres ne sera plus si facile. C'est la fin d'une histoire qui aura duré plus de 55 ans. Le restaurant Le Gavroche, situé à côté de Hyde Park à Londres, va fermer ses portes alors qu'il affichait complet tous les jours. Il avait été le premier restaurant du pays à obtenir une étoile au Michelin en 1974, ce qui en avait fait le restaurant le plus connu de Grande-Bretagne. Son chef Michel Roux, qui avait repris l'affaire de son père il y a 33 ans, se dit fatigué, trop de pression. À 63 ans, il préfère arrêter, dit-il. Le Gavroche servira ses tout derniers plats en janvier 2024. Les sports avec le football, tout d'abord. On poursuit aujourd'hui la deuxième journée de Ligue 1 avec un retour très attendu ce soir. La semaine dernière, pour la reprise, il était encore écarté. Il était dans les tribunes pour assister au nul du PSG face à Lorient. Ce soir, il devrait être sur le terrain. Kylian Mbappé a, semble-t-il, trouvé un accord avec son club du Paris Saint-Germain. Après des semaines de flou, il a en tout cas été réintégré dans le groupe et il est du déplacement à Toulouse, qui pourrait être une bonne nouvelle pour Paris, qui n'avait pas réussi à marquer donc le week-end dernier face à Lorient. Toulouse-Paris, le coup d'envoi sera donné à 21h depuis quelques minutes. En attendant, on suit Lyon-Montpellier, l'autre match du jour. Et dernier match avant le verdict, le 15 de France, c'est de nouveau de sortie ce soir. À 3 semaines de la Coupe du Monde de rugby, Fabien Galtier va bientôt devoir faire son choix et dévoiler la liste des 33 joueurs retenus. Il le fera après avoir observé une dernière fois ses joueurs ce soir. Les Français affrontent les Fidji à partir de 21h05 à la Beaujoire, où l'on retrouve Charles Guyard, ambiance de fête ce soir à Nantes. 3 coups de bombe de peinture sur la tête appliqués par une animatrice et voilà, les supporters sont prêts. Là, t'es vraiment pour la France. Là. Et ils seront nombreux ce soir à être derrière le 15 de France. La Beaujoire sera pleine à craquer, plus de 35 000 personnes de tout âge et pour certaines très bien équipées. Ah bah j'ai la couleur, le short, le drapeau. Du bleu de la tête donc aux pieds pour cette rencontre exceptionnelle pour laquelle on est venu de tout le Grand Ouest. On voulait pas manquer cet événement pour une fois qu'il y a une belle occasion de rugby ici dans la région, il faut en profiter. C'est un peu un privilège de recevoir un match de préparation de la Coupe du Monde, donc le voir dans le Pays de la Loire aussi c'est très
très agréable. C'est important que l'équipe puisse se faire voir un peu partout en France avant ce grand événement. Puis la Beaujoire, on a plutôt tendance à associer ça au foot, au FC Nantes. Là, terre de rugby. Terre de rugby avec une victoire tricolore à la clé et la soirée serait parfaite, mais attention. Les Fidji, ça va être raide quand même. Donc une petite victoire des Bleus, surtout sans Bobo. Voilà, face à des tribunes pleines, il serait bien que l'infirmerie, elle, reste évidemment vide. Charles Guyard, on vous retrouvera tout au long de la soirée sur Europe 1 au fil rouge pour suivre ce match. Merci Julien Pichenet pour ce